thème « Repenser la formation à l'intégrité en période de mutation ». Donc, on va revenir, c'est un peu un sillage de ce qui a été dit, mais on va revenir donc, à l'autre démission. On a beaucoup parlé de recherche, on va quand même parler d'enseignement, de formation, d'instruction. On a tendance à oublier, hein, en général, qu'il y a un conflit entre recherche et formation, qu'on a quand même la mission de former, d'éduquer, d'instruire à nos étudiants. Même si l'université a une caractéristique particulière, on forme à la recherche, par la recherche, et rarement pour la recherche, mais quand même, on est obligé de former. Et donc, période de mutation, vous savez, l'université est en mutation depuis sa fondation, depuis l'ancien siècle. C'est grâce à ça qu'on en est là, hein. On a su s'adapter. Et c'est vrai, cette période de mutation que l'on vit actuellement est qu'en particulier, hein, et que surtout en ce qui concerne l'irruption de nouvelles technologies. Donc, les potentiels des stabilisateurs de nouvelles technologies, quand même, on y est là-dedans. Et la pandémie qu'on a vécue, qu'on essaie de laisser derrière, a accru, hein, a mis sur le devant de la scène ces déstabilisations de nouvelles technologies. Et donc, c'est vrai, on a parlé tout à l'heure de confiance. Et vous savez, les crises, on vit une crise en fait, une mutation, une crise du système. Et toutes les crises du système universitaire, si on fait un peu l'histoire, on n'a pas le temps de le faire, sont sondées par des crises de croyances. Donc, de crises de confiance. On a beaucoup parlé des confiances dans les modes de pensée et dans les pratiques universitaires. Donc, finalement, on est appelé, je pense, je vais aller très vite, à entamer un processus de réflexibilité et d'auto-analyse pour essayer donc de faire un diagnostic de situation qui doit être réaliste et non complaisant. À mon avis, c'est très important de le faire. Et donc, là-dedans, de voir ce qu'est le combat pour l'intégrité, contre la triche, contre la fraude, à faire là-dedans. Et dans ce combat, et on est là pour porter quelques témoignages dans ce sens, et donc les outils pour combattre donc la fraude, la triche, le vol, et donc là-dedans, donc, les outils pour le faire, et la part que dans ces combats a la coercition, l'inculcation et la persuasion, ce qui n'est pas facile. Et donc, pour faire ça, je ne veux pas monopoliser la parole, donc finalement, et tout court, pour essayer d'apprendre à nos étudiants à désapprendre donc ce qu'ils ont appris jusqu'à présent pour en apprendre autrement. C'est ça le défi, donc apprendre à désapprendre pour en apprendre autrement. Et pour ce faire, alors je partage le grand plaisir de partager cette table ronde aujourd'hui avec donc, mes collègues qui sont là, et puis une autre collègue qui nous suit à distance, chez elle ou au bureau, j'en sais rien. Donc, je vais passer rapidement à les présenter, parce que le plus important, c'est de les écouter et d'en débattre. Donc, de gauche à droite, Frédéric Agnès, qui est dirigeant, fondateur de la société Compilatio. Bon, tout le monde connaît Compilatio, j'imagine, surtout les étudiants, qui n'aimeraient pas le connaître, j'imagine. Hein? Donc, qui est aussi quelqu'un de très motivé, non seulement donc, au niveau des outils, mais de la réflexion sur l'intégrité, sur la formation à l'intégrité, en fait, parce que c'est ça le défi qu'il faut relever. Il y a aussi Oumaima Ajmi, qui est manageur de projet de système d'information à l'Université de Genève, donc qui est chez elle, et donc qui a une expérience très intéressante à nous faire partager, en ce qui concerne justement ce que la pandémie et la crise donc, est venue faire là-dedans, en ce qui concerne l'évaluation donc, à distance, qui est quand même l'un des défis qu'il a fallu relever passablement, hein, j'ai l'impression, dans toutes nos universités. Et puis, au bout de la table, il y a Marian Popescu, que tout le monde connaît, professeur associé à l'Université de Bucarest, et donc, qui a écrit un papier très intéressant, une contribution dans le bouquin que vous aurez donc l'occasion de lire, hein, si vous avez le bouquin ou si vous l'achetez, c'est très bien. Donc,
avec ces catégories, ce qu'on sait d'intégrétique, intégrétique, c'est une notion clé, c'est une notion clé, et donc cette formation des sages à l'intégrité. C'est difficile, intégrétique. Bon, et donc il y a aussi Muriel Poisson qui doit être chez elle. Ouais. Salut, comment je fais? Salut Muriel. Elle est là. Elle est là. Muriel qui est responsable des projets à l'Institut international de planification d'éducation de l'UNESCO, donc, et surtout qui mène un combat farouche, farouche pour l'éthique et contre la corruption. Et donc, je pense que là, on va suivre quand même l'ordre qui est sur le programme, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui suivent chez eux la table ronde, et donc pour qu'ils ne soient pas chamboulés. Peut-être ils ont pris des rendez-vous en fonction, c'est très intéressant, même s'il y a le match et tout ça, c'est sûr, c'est vrai que c'est quand même, Michel, hein, il y a des défis, il y a les matchs et tout ça, et on est là, donc on a du courage. Hein. Bon, d'accord, allez Frédéric, donc si ça te dit, il faut y aller. Volontiers. Combien de temps? Normalement 5 minutes, 6, Très bien. 6 et demi. Non, mais on aura un débat. Ok. On a dit 6. C'est 30 plus 10 de discussion, 40. Mais écoute, si je peux faire moins, je vous offre volontiers ces quelques minutes. Vas-y. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Frédéric Agnès de la société Compilatio, et bien j'ai lancé mon activité sur le constat d'un besoin. J'espérais rendre service à l'enseignement et aux enseignants en leur donnant un outil qui les aiderait à mieux déceler, mieux détecter et mieux mesurer ce qu'on appelle les plagiats. Je ne reviens pas dessus puisque je crois que ça a été défini de nombreuses fois aujourd'hui. Et avec cette intention et cette envie de rendre service au corps enseignant, eh bien, je me suis aperçu que malheureusement, j'apportais parfois plus de problèmes que de solutions. Ou en tout cas, on va dire, on ne va pas parler de problèmes et de solutions, mais en tout cas, j'apportais un inconfort à court terme et des difficultés à dépasser, puisque bien souvent, un cas de plagiat, c'est un contentieux à gérer, c'est un élève qui essaye de se défendre, qui essaye de faire valoir sa cause et qui finalement a plus d'énergie et parce qu'il a plus à perdre dans cet affrontement, dans cet échange, que ce que l'enseignant n'a à gagner. Donc, comme nous, notre activité, c'est quand même d'être apprécié, d'être, si je puis dire, aimé de nos utilisateurs, on a essayé d'accompagner nos utilisateurs, non seulement avec un outil, mais également avec un outil technologique, mais aussi avec un outil pédagogique, pour essayer de faire en sorte de mettre en place un cadre, un contexte qui soit promoteur, qui promeuve l'intégrité et qui ne soit pas seulement un outil pour attraper des tricheurs. Alors, chapitre 24 du livre, si vous avez la chance d'en avoir un exemplaire, sinon dépêchez-vous de vous le procurer. Je vous propose, je vous communique les 3 piliers, en fait ils sont même 5, qu'on propose de mettre en œuvre pour créer un environnement d'intégrité chez Compilation. Je ne vais pas détailler ça maintenant. Et puis d'autre part, donc le deuxième volet de ce chapitre, c'est qu'il y a un accompagnement, il y a un changement technologique qui est au départ, on peut dire la cause, ou en tout cas le révélateur de comportement de triche. On peut même parler de triche industrielle aujourd'hui. Et en fait, cet outil, l'outil Compilation, il est venu donner un outil de mesure pour mesurer quelque chose qui avant ne se mesurait pas. Et ça accompagne aussi un lot de changements. C'est qu'on a beaucoup parlé de comportement juste, bien, pas bien. Et en fait, tout ça, ça appelle à se définir par rapport à des normes. Et définir une norme dans un domaine où on n'a pas de données, alors qu'en science, vous savez qu'on aime bien avoir des mesures, on aime bien avoir des données, il y a forcément une période d'inconfort, une période qui demande une transition, un accompagnement. Donc en réalité, je pense que ce que vous pouvez vivre comme des difficultés, je crois qu'en fait, c'est peut-être simplement, je vous souhaite que ce ne soit que la manifestation temporaire de l'apparition de nouvelles mesures et de nouvelles données qui sont en train d'être normées et qui demain, une fois qu'elles le seront, faciliteront le traitement des cas. Et on parlait un petit peu d'intelligence artificielle également dans cet article pour expliquer comment c'est en train de transformer la manière de mesurer les similitudes.
on parlait justement de mesurer des similitudes face à face, et demain peut-être on sera également capable, on est déjà capable, on espère le faire encore mieux, de mesurer des similitudes de sens et pas seulement des similitudes de forme des textes. Et effectivement, ça pose à ce moment-là le problème de où est le début du plagiat, où est la fin, quand est-ce qu'une similitude de sens est assez ou pas assez. Et en fait, je pense que c'est ni plus ni moins qu'une nouvelle manifestation de quand on a une nouvelle mesure, un nouvel outil pour rendre objectif quelque chose, eh bien, il faut du temps pour collecter des données, définir des normes, et à partir de ces normes, instaurer des procédures pour traiter les écarts à la norme. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci. On continue, et après on laisse une question pour la fin. Paulo, est-ce qu'on laisse une question pour la fin? Oui, c'est mieux. Maïma. Peut-être tu veux. Ouais. Donc, bonjour, je suis très honorée de participer à cette table ronde aujourd'hui. Donc, dans le chapitre 22 de ce livre, je décris une expérience personnelle et professionnelle que j'ai vécue, qui n'était pas programmée. Et donc, moi, les conséquences du Covid sur ma vie professionnelle et personnelle étaient énormes. Donc, du jour au lendemain, l'Université de Genève devrait se fermer. Et tous les enseignements sont à distance. Donc, tout le monde... vite, on a trouvé les solutions pour passer les cours à distance, mais on n'a pas pensé aux examens. Et là, en fait, la première chose, c'est qu'il n'y avait pas une définition des examens à distance. Donc, comment se passe un examen à distance? La deuxième chose, c'est que c'était difficile un peu de passer cette définition du présentiel à distance. On ne comprenait pas à un certain moment pourquoi les étudiants acceptent d'être surveillés en présentiel, mais pas à distance. Et là, donc, il y avait toutes les contraintes juridiques, pédagogiques et tout ce que je décris dans ce chapitre. Et en fait, mon équipe devrait faire face à toutes ces contraintes. Parce qu'en même temps qu'on essayait de trouver une solution, de la mettre en place et de la rendre disponible aux étudiants et que ça soit fonctionnel le jour J, on devrait en même temps donner les arguments au proposé cantonal de la protection de données, au rectorat, aux professeurs, aux étudiants, sur pourquoi on doit mettre cette solution et pourquoi on doit surveiller les examens. Et donc, c'était... Donc, en fait, moi, dans mes réponses, je faisais toujours le parallèle en présentiel. Donc, ce qu'on veut détecter en présentiel, c'est que c'est la bonne personne qui est en train de passer l'examen et que c'est la bonne personne qui est en train de passer l'examen tout au long de la durée de l'examen. Donc, il n'y a pas d'échange de personnes au milieu de l'examen. Et pour, en fait, détecter ce type de comportement, donc, il fallait se baser sur de l'intelligence artificielle, sur le traitement biométrique des données. Et là s'ouvre toute la porte des discussions avec le proposé cantonal à la protection de données, les médias et tout ce qui est aussi politique et stratégique de ça, de dire pourquoi on le fait et puis pourquoi ne pas faire comme les autres. Il y a la crédibilité des diplômes qui est aussi dans l'autre partie de la balance et qu'il fallait faire équilibrer cette balance. Il y a aussi des étudiants qui n'ont pas les moyens de passer les examens à distance parce qu'ils n'ont pas d'internet ou parce qu'ils n'ont pas les outils, le matériel nécessaire, et comment trouver ces solutions pour ces étudiants. Donc dans ce chapitre de livre, je détaille les solutions que nous on a trouvées et qu'on a mis en place en urgence à la session de juin 2020
espérant que c'était la seule session à distance. Mais après cette session, on a fait 4 sessions d'examen donc après, mais ce qui nous a permis donc chaque session on améliore le process, on améliore les procédures et on voit donc ce que j'ai dit la semaine dernière au doyen de la faculté. On vient que j'ai détecté qu'en fait le comportement des étudiants a beaucoup changé entre la première session et la dernière session. Et on a même des étudiants qui, eux, demandent qu'on utilise l'outil qu'on a choisi parce qu'ils ont vu que c'est efficace, que ça a permis d'avoir une certaine, comment dire, égalité entre les étudiants. Et je veux aussi, juste un point, qu'en fait, tout des débuts, c'était les étudiants qui sont venus vers nous pour dire les examens vont passer à distance, comment vous allez faire pour garantir l'égalité entre les étudiants. Donc mais après en fait c'est que les autres donc chacun il a son idée, mais ce qu'on a essayé aussi de faire à travers ce projet, c'est démystifier un peu l'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning et du traitement biométrique dans un cadre qui est bien défini et que on est face à on n'ignore pas la loi, on sait qu'il y a une protection de données qui doit se respecter et on a tout fait pour en fait respecter la protection des données de nos étudiants, tout en aussi tout faire pour assurer la crédibilité des diplômes de la GSM. Merci. Merci. Alors, Muriel? Donc, moi, je suis Muriel Poisson, je travaille à l'IPE, qui est l'Institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO. Et donc, nous travaillons sur les questions d'éthique, de transparence et de lutte contre la corruption depuis maintenant une vingtaine d'années, et y compris donc sur les questions d'intégrité académique. Il y a un certain nombre de questions qui ont été évoquées dans le cadre de vos discussions. Donc, dans le chapitre que j'ai rédigé dans le volume que vous discutez aujourd'hui et qui est lancé aujourd'hui, je partage et je présente les activités qui sont réalisées par notre institution dans ce domaine. Comme nous sommes un institut international et un institut de l'UNESCO, nous nous intéressons aux activités de formation et de renforcement des capacités au niveau individuel et notamment donc effectivement au niveau des élèves, comme on l'a entendu cet après-midi. Il reste possibilité de formation et de renforcement des capacités au niveau institutionnel, au niveau qui implique non seulement les étudiants, mais qui implique aussi le personnel administratif, le personnel académique, les personnes qui ont en charge l'organisation des examens, par exemple. Et nous nous intéressons aussi au niveau national et à la manière de générer une discussion et un débat national entre les différentes entités concernées. Donc, toujours dans le cadre de ce chapitre, j'ai essayé de partager différentes manières de partager l'information avec ces différents acteurs et à ces différents niveaux. En ce qui nous concerne, nous le faisons par le biais de l'information, en favorisant l'accès à l'information, et nous avons une plateforme en ligne qui s'appelle Ethico, et dans lequel nous partageons beaucoup d'approches et de stratégies et de projets qui ont été mis en place dans différentes régions du monde pour améliorer l'éthique et favoriser l'intégrité. Parce que bien sûr, toutes les questions dont on a parlé aujourd'hui en termes de triche, de fraude académique, de plagiat, etc., c'est pas réservé à une région du monde, c'est un problème mondialisé qui s'est encore plus mondialisé et développé, comme on l'a dit, avec la crise du Covid. Et donc, il y a aussi beaucoup d'outils dans des modules de formation, des guidelines, etc., qui ont été développés par différents acteurs dans le monde. Et nous croyons beaucoup à l'importance de partager les ressources et les outils existants, et nous essayons de le faire à notre échelle par le biais de cette plateforme en ligne.
La formation et le renforcement des capacités, nous-mêmes, nous le pratiquons au niveau international, dans des activités qui sont menées au niveau régional ou au niveau national, par des activités de formation ou en ligne, et qui visent généralement à mettre autour de la table plusieurs types d'acteurs. Des représentants des étudiants, bien sûr, qui sont au cœur du système, mais aussi du personnel académique, du personnel administratif, des représentants des instances de régulation au niveau de l'université ou au niveau national, parfois des organisations de la société civile. Et on croit beaucoup qu'autour de cette question d'intégrité, il est important de croiser les perceptions, les approches et le rôle de différents acteurs. Je me réfère aussi dans le chapitre à une activité qu'on a menée en collaboration avec l'IRAFPA il y a quelques années maintenant, qui était une activité de formation basée sur une visite d'études. On invitait plusieurs acteurs d'une université, en l'occurrence c'était l'université du Monténégro, de participer à une visite d'études à Genève, dans l'université de Genève où vous vous trouvez aujourd'hui, avec l'idée que ces questions d'intégrité et d'éthique, eh bien, les questions d'échange entre pairs sont extrêmement importantes. Et que lorsque des individus ont des questions spécifiques à poser, eh bien, ils aient l'occasion d'échanger avec des pairs, et notamment des pairs aussi d'autres pays. Et puis, la dernière manière dont nous pratiquons la formation et le renforcement des capacités, c'est aussi par l'assistance technique. Et par exemple, concernant notre institution, récemment, nous avons mené une activité de soutien au comité d'éthique au Monténégro qui avait en charge le développement d'une charte d'éthique pour le Monténégro, son adaptation au niveau national et ensuite toutes les activités de suivi et de formation qui sont nécessaires pour s'assurer que ce type de document soit réellement mis en pratique. Voilà, quelques éléments, collègues. Je ne serai pas plus long parce que je sais que c'est pénible d'écouter quelqu'un peut-être à distance. Et donc, je vous redonne la parole. Merci Muriel. On continue donc de suite sur Marian. Bon, merci. Je voudrais dire quelques mots sur cette question de formation, parce que ça, c'est important, c'est de plus en plus important, ce que je reprends. C'est une des problèmes les plus graves, je dirais, en ce qui concerne la relation entre les enseignants, les étudiants, les chercheurs, les directeurs de recherche, les coordonnateurs scientifiques des doctorants et les doctorants, et ainsi de suite. Il y a 3 ans, le ministre de l'Éducation en Roumanie a vraiment pensé génialement résolver la situation de l'éthique universitaire, et il a donné un ordre. Toutes les universités sont obligées d'avoir un cours sur l'éthique et l'intégrité académique. Bon, ça c'est tout. Et puis, c'est une question qui apparaît. On a des spécialistes. Et combien de spécialistes en éthique et en intégrité académique on a dans un pays de Roumanie? Combien de Français en France, spécialistes en éthique académique et intégrité académique? Parce que, vous le savez, l'intégrité académique, c'est un domaine tout à fait nouveau par rapport à l'éthique. Et ça, c'est une chose. On a besoin vraiment de formations très, très fortes, parce que ici, on parle, et je pense qu'on a vu ça pendant toutes les sessions, on parle des gens qui font des choses vraiment en dehors de toute éthique, et on parle de leurs victimes. Est-ce que vous avez pensé que, par exemple, une institution pourrait être une victime aussi? Mais ça se passe. C'est rare, mais ça se passe. Est-ce que vous réalisez que les établissements, les universités, ils n'ont pas tellement envie de connaître leur propre réalité éthique et d'intégrité académique? Non, ils ne sont pas heureux de faire ça, de la recherche sur
leur propre réalité. Par exemple, des sondages. Est-ce que vous avez vu et combien de fois des sondages sur la question d'éthique et intégrité académique affichés sur le site des universités? Parce que chez moi, en Roumanie, c'est seule ma université, l'université de Roumanie, de Bucarest, qui a eu, mais ça a demandé un effort vraiment important, qui a démarré un sondage. Et les résultats sont vraiment troublants. Troublants parce que les enseignants ou les étudiants, ils ont donné par majorité vraiment des réponses désirées. Vous le savez. Donc on pose une question et les répondeurs disent « Ah, eux, ils vont savoir ça ». Et je leur donne la réponse. Je pense que on appelle ça en français des réponses désirées. Donc, c'est pas ce que je crois. C'est pas ce que je crois. C'est pas mon point de vue. Je réponds avec ce qu'on attend de dire de ma part. Et ça, c'est vraiment, c'est en danger. Et bon, c'est ça ce qui a vraiment m'a motivé, moi, de faire en effet deux choses depuis quelques années. Et le moment de mon intervention dans l'IRAPA est vraiment important pour cette évolution, de penser au fait qu'on a besoin d'un cadre normatif législatif qui est vraiment très nécessaire, mais en même temps, il faut voir si on ne demande pas trop du juridique pour vraiment cadrer, fixer, normer, faire tous les... Et le problème, c'est si on ne fait pas trop, mais autrement. Quand j'ai posé cette question, on a commencé un petit débat en Roumanie. Donc, vous voulez dire quoi autrement? C'est bien avoir un code d'éthique, avoir tout ça, mais comment on fait le passage de ce qui est écrit dans la page dans la conviction des gens? Parce que Susanna, elle a parlé du milieu éthique, c'est pas la culture éthique. Pour ça, on a des instruments, des dispositifs et tout ça. Mais quand on parle du milieu éthique de l'éducation, les choses sont vraiment d'une amplitude extraordinaire parce qu'on parle de l'individu. Est-ce qu'on adresse l'individu dans tout ce procès? Est-ce qu'on pense au fait que cette jeune femme, cet jeune homme, elle est au début de sa carrière et hop, ça arrive que son supérieur, et on a raconté ici pas mal d'histoires, lui a volé, emprunté, c'est le harcèlement. On n'a pas parlé jamais de ça cet après-midi. Est-ce qu'il ou elle a le courage de faire quelque chose? Moi, je suis intéressé dans l'agir. En même temps, je fais une pression du bas en haut. Parce que la classe politique, elle est vraiment est le sujet d'une interrogation en matière d'éthique et d'intégrité. Et on voit ça dans les divers gouvernements en Europe, parce que presque chaque semaine, on entend des choses que ministres, membres du Parlement ou je ne sais pas, président du Conseil national, il est en défaut avec sa thèse de plagiat ou je ne sais pas quoi. Les solutions, Maria, le sage à l'intégrité, parle-nous un peu des sages à l'intégrité. Il faut faire des formations, donc ça c'est vraiment c'est très important. Et ce que je pourrais apporter, c'est que les techniques de communication et les techniques théâtrales, elles peuvent changer vraiment beaucoup dans la nature de ces formations, parce qu'il ne s'agit pas du conférencier, prendre des articles et de discuter et tout ça. Il s'agit de travailler pratiquement. Ce que ça veut dire d'être une victime, par exemple.
venez, asseyez-vous ici, et moi je suis un médiateur ou un ombudsman, et vous êtes une victime, vous n'osez pas parler dans votre université de ça, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes référent d'intégrité. On vous demande de parler de l'intégrité académique à la télé. Est-ce que vous savez comment on peut faire ça? Vous êtes demandé par le doyen ou par le président de votre université. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as les moyens de communiquer la vérité sans que ça pose des problèmes et tout ça? Donc on envisage, surtout dans les écoles d'été qu'on va avoir en juillet, des problèmes comme ça. Il faut venir après nous raconter ça, après les écoles d'été. Alors, est-ce qu'on a quelques minutes pour la discussion, Madame la Présidente? Oui, alors est-ce qu'il y a des questions? Questions, des compléments? Des compléments? D'informations, Oui, des réflexions, oui. mais pas trop longues, s'il vous plaît. D'accord. Dominique Leglu, moi c'est plutôt une remarque à la fin de cette journée. On vient de traverser, et elle n'est pas finie, une pandémie. Et évidemment, ce qui, moi, me soucie, après des mois et des mois, c'est d'avoir vu sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les radios, etc., un grand nombre de médecins et aussi de scientifiques. Et je ne sais pas évaluer quelle perte ou pas de crédibilité ils ont vis-à-vis de la société au sens large. Et du coup, ce dont nous sommes en train de parler depuis le début, qui est quand même, je n'oserais pas dire nombriliste, mais qui est à l'intérieur même d'une université. Alors même que, dans le même temps, on se demande comment s'ouvrir à la société, comment être en dialogue avec la société. Et là, vous avez tous les acteurs en même temps. Vous parlez de crédibilité, de climat, d'intégrité. Du haut jusqu'en bas de notre société, entre les politiques qui ont des visions alternatives pour certains, entre les scientifiques ou médecins sur les plateaux de télé qui comme on dit vulgairement, qui se bouffent le nez, entre les médiateurs qui sont pas toujours très clairs avec leurs responsabilités, comment vous allez agir, comment vous allez former toutes les nouvelles générations. Je vous avoue que je suis dans la plus grande confusion. C'est pas mal. Voilà. Ce qui n'est pas très constructif, je vous prie de m'en excuser, mais à la fin de la journée, c'est ce que je ressens. De la confusion, donc ça demande un effort. Merci. Alors j'ai une question pour Compilatio et la suite de Compilatio, parce que là je lisais rapidement votre article, mais c'est vrai que donc, sur les perspectives liées à l'intelligence artificielle, etc. Alors je suis d'accord, on a besoin de ces outils-là. Mais en même temps, effectivement, la question c'est jusqu'où aller. Parce que moi-même qui fais de la philosophie, j'ai été formée en lisant, je ne sais pas, Leibniz, Kant, Descartes, etc. Donc en fait, notre formation, c'est de digérer, de reprendre, de retravailler. Mais similarité d'idées, oui, forcément, on va trouver beaucoup d'idées similaires. Je ne sais pas... quand j'ai fait un certain nombre de travaux autour de Leibniz, bon, bah forcément, on va retrouver un certain nombre d'idées similaires. Donc, le seuil, parce que ce qui m'inquiète après, c'est un peu ce que racontait Hempel. Il dit, bon, en fait, dès qu'on a un instrument de mesure, ensuite, on crée le fait. Hein, c'est pas qu'il y a d'abord une réalité qui existe, qui serait la faute, lui, pour la température. C'est pas que la température existe, c'est que quand on a le thermomètre, on fait exister la température. Bon. Et donc, vous allez faire exister une certaine fraude en fonction de l'outil que vous allez paramétrer. Non, ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'il y a de la fraude qui existe, mais le paramétrage de vos outils va définir aussi la réalité factuelle de la fraude, en fait. Et donc, c'est en fait cette espèce de jeu question-réponse
qui est un peu troublant, je trouve, parce que finalement, et je rejoins Marie-Avril, c'est que finalement, il n'y a pas de définition de la fraude. Pas du plagiat, etc. Alors, je vais... Une question sur le sujet. Je peux en garder deux à l'esprit, trois, je ne sais Oui, pas. c'est Ok. c'est le sujet, oui. C'est sur un sujet, parce que Marie-Avril aussi voulait la parole. Oui. Allez-y. J'ai réagi absolument sur la même question que Sarah Carvalho, puisque vous annonciez cette dimension-là, et pour moi, se posait la question de l'œil du chercheur à reconnaître l'originalité d'une idée, d'une contribution, même si dans sa forme, elle peut être imparfaite, ou voire trop parfaite, mais c'est là que réside notre expertise, l'enseignant-chercheur, pas seulement le chercheur. Marie-Avril. Moi, j'ai une question qui concerne aussi Susanna, puisque vous en avez parlé tout à l'heure, c'était très intéressant. Comment forme-t-on alors? Comment forme-t-on? Bon. Attendez. Merci pour la question. Je vais essayer de parler en français, mais je ne sais pas. L'individu est le centre de l'attention dans ma formation. Alors que what we do is to create open spaces, safe spaces for the individual to reflect upon virtual situations, virtual dilemmas, virtual problems, and to think about all the alternatives that they could have to solve or to find what kind of action would the individual actually take in that context. And because it is hypothetical and not a personal case, it is easier for the researchers to provide their opinions, to give their opinions, because when you talk about personal situations, it's much more difficult. But I really like the theater and I'm a researcher in narrative medicine, so I use narrative a lot to make health professionals reflect. And I think that in research, for researchers, it's the same. If you pick up a narrative that is hypothetical, not real, fictional, and you make them reflect upon the different options, what would I decide and how would I act? It is you can get to the depth of it. If you just discuss epistemology, you don't get to the depth of it. And by theater, by role-playing, by, for example, reflective writing, you can also do that. But that is another level, because it implies the personal case. And in my trainings, I don't ask them to provide personal cases. I use fictional cases, fictional situations. If they find that the place is safe enough, they come up with their personal cases. This is very interesting. If it is safe enough, they come up with their personal cases. Sur l'importance de la formation pour créer une société plus éthique et plus intègre, la psychologie a montré... Alors, je ne vais pas traiter le comment parce que vous y avez très bien répondu. Créer des situations d'apprentissage, créer des occasions pour que les gens fassent l'erreur, puissent proposer des alternatives et apprennent de leurs erreurs semble des pistes intéressantes et très bien. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, la psychologie a montré que le muscle éthique, le muscle intègre que l'on va exercer dans une discipline est un muscle qui peut être sollicité dans d'autres aspects de la vie et dans d'autres disciplines. Et qu'en fait, former des élèves plus éthiques et plus intègres et plus respectueux de la norme qu'on leur propose va aussi en faire des citoyens plus à même de se comporter de manière éthique et respectueuse de la norme qu'on leur propose. Et donc,
il n'y a pas de vaccin, comme c'est un terme qui est cher à Michel, je sais, il n'y a pas de vaccin contre le plagiat. En revanche, et il n'y aura pas une éradication totale. Par contre, il y a une opportunité chaque année et à chaque promotion d'emmener, de muscler la capacité d'éthique de chaque élève et de chaque promotion. Et certes, c'est un long travail et ce n'est pas un sacerdoce, mais par contre, ça produit de vrais effets et ça mérite d'être mené. Sur la question maintenant de la responsabilité de l'outil de mesure pour faire apparaître une réalité, c'est un petit peu ça que vous me proposez, c'est si on considère que ce qui existe, c'est ce qu'on peut voir et mesurer, alors c'est important de bien voir et bien mesurer. Le contraire. Performatif. Est-ce que c'est performatif? Je vais avoir une approche un petit peu darwinienne, un petit peu comme pour l'histoire du logiciel. Vous m'avez demandé tout à l'heure, mais l'université est venue vous chercher pour ça, et en fait, je vous ai dit non, le logiciel a été créé avec la croyance, la conviction que peut-être on pourrait rendre un service, et que s'il était bon, il serait adopté. Et j'espère qu'il a été assez bon pour effectivement être adopté. Peut-être que si on était passé à côté d'un vrai service pour nos utilisateurs, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Eh bien, je pense que de la même manière, oui, bien sûr qu'on va prendre un pari. On va essayer de définir une bonne hauteur de mesure pour qu'on ne soit pas trop haut, parce que si c'est vraiment juste au niveau du plan, au niveau des idées générales, il n'y aura pas de motif observable et comparable entre deux textes. Mais si on arrive à trouver une hauteur suffisamment proche du texte et de sa construction, ok, on ne sera pas au mot près, mais par contre, si on a suffisamment de synonymes proches les uns des autres, si on a des paragraphes qui sont suffisamment homogènes en termes de mots-clés ou de mots de sens équivalents, alors on peut créer des zones de similitude que humainement et empiriquement vous pourrez valider. Et si vous pouvez les valider, vous allez avoir confiance, vous allez pouvoir les utiliser. Ce que je veux dire, c'est que l'enjeu, en fait, il n'est pas tellement... Vous me parliez tout à l'heure de le rôle du professeur pour déterminer lui-même ce qui est un emprunt ou pas. Bien sûr que le professeur doit continuer de lire et de corriger, d'avoir son opinion, parce que l'outil ne fait que mesurer, il ne juge pas. Mais l'important, en fait, n'est pas... Les débats, c'est quand il y a des avis d'experts contradictoires. Et là, ce qu'on essaye de produire avec des outils de mesure, avec des logiciels, c'est de donner à voir quelque chose que deux experts puissent regarder avec le même regard, puissent se mettre d'accord sur ce qu'ils ont vu. Et donc, si l'outil arrive à produire ça, quelque chose dont, en le regardant, on peut se mettre d'accord sur ce qu'on a vu tous les deux, alors je pense que l'outil sera utile. Et si ce n'est pas le cas, il ne sera pas utilisé. Seulement pour dire que Muriel Poisson nous dit que je partage la proposition faite par la dernière intervenante, partir des cas scénarios concrets de dilemme éthique comme source de réflexion et d'échange et outils de formation. Partir des cas? Oui, des cas concrets et des scénarios. Alors, c'est gentil, mais ça fait juste 16 ans qu'on fait ça. On a 300 cas à l'IRAFPA qui sont utilisés dans nos écoles d'été. Et donc, merci de la proposition, mais elle est mise en œuvre depuis... moi, j'ai publié un livre en 1989 sur la méthode des cas. Et donc, évidemment, depuis, je travaille uniquement, et à l'IRAFPA aussi, sur la méthode des cas, avec des véritables cas. Et les écoles d'été que nous allons faire sont uniquement fondées sur des cas réels, des cas que nous allons analyser, des cas que nous allons jouer en pièces de théâtre, des cas que nous allons faire en médiation. Voilà, Juste un mot. En fait, les outils techniques ne sont pas des outils qui prennent des décisions, c'est des outils d'aide à la décision. Ça veut dire, que ce soit pour la détection de triches visuelles ou écrites, on donne des mesures et puis c'est au prof ou l'enseignant de prendre la décision. D'accord. Merci beaucoup, chers amis. Voilà. Merci Rore et merci tous. On vous applaudit. Merci. Maintenant, juste en conclusion de cette journée, nous avons commencé en demandant des abstracts pour la conférence de Coimbra qui a eu lieu le 28 octobre. Nous vous avons tous entendus à Coimbra. Nous avons interagi avec chacun de vous pour la réalisation de ce livre. Permettez-moi juste de dire à quel point je suis impressionnée de voir le saut de niveau que nous avons fait tous ensemble et que nous avons fait individuellement.
parce qu'aujourd'hui, j'avais envie de prendre des notes de tout. J'ai encore découvert de nouveaux horizons qui s'ouvrent, de nouvelles questions, et j'ai l'impression qu'il y aura un Coimbra 2, 3, 4, 5. Bon courage, Paulo, bon courage. Le 2, c'est garanti. Vous pouvez noter sur vos agendas, ça serait le 17 et 19 juin 2022. Donc, si vous voulez... Oui, 17 et 19 juin 2022. Alors, ça serait la deuxième fois, après la troisième et la quatrième, on verra. Voilà, et comme vous savez que tous ceux qui ont été à l'IRAFPA, tous ceux qui ont été experts, enfin qui ont travaillé avec l'IRAFPA sont des experts, vous allez être tous conviés à évidemment reviewer des articles dans vos domaines, parce que je pense que la conférence de Coimbra 2 va nous ouvrir d'autres horizons. Mais pour cela, il y aura bien entendu un petit travail de reviewing bénévole à faire avant. Merci à tous. Donc, ceci clôt cette belle après-midi. Et merci à ceux qui sont en ligne, qui nous voient. À tout bientôt à Coimbra, en présentiel, j'espère. Au revoir.